C'est bon, vous voyez bien? Oui, Peut-être qu'on peut commencer. Donc, merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Je tiens à rappeler que ce webinaire est enregistré. Voilà, donc il sera mis en ligne par la suite. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour discuter de la méthodologie de l'étude des gisements de la biomasse dans les haies. Alors, pour l'ordre du jour, donc une petite introduction. Ensuite, on présentera, donc par Réseau Web présentera la présentation du cadre de la méthodologie euh, de cette étude de gisement, justement, avec ensuite des exemples de mise en application qui ont été réalisés dans le bassin versant du Baléon dans le Finistère et dans le département de la Creuse par la suite. Donc, pour remettre un petit peu de contexte, donc moi je suis Aliénor de Rouffignac et je pilote l'appel à projet de structuration des filières de valorisation de la haie, qui était dans le cadre du pacte de la haie, celui de 2024. Il y a une nouvelle édition 2025, mais qui est pilotée par les DRAF. Et donc, pour revenir un petit peu sur les lauréats 2024, alors voici une carte des aires d'action approximative des projets lauréats. Alors, hop. Donc, je tiens à rappeler que c'est des approximations, hein. C'est juste moi qui ai fait les ronds avec donc les informations de département que j'avais, hein. Donc, c'est pas scientifiquement très exact, mais c'est un peu pour vous montrer la répartition de tous les projets, puisque en fait, donc en 2024, on a eu 57 projets déposés et on a dû faire donc une sélection pour avoir un total de 43 projets lauréats qui sont donc, comme vous le voyez, répartis sur l'ensemble de la France. Parmi ces projets, donc on a fait une petite analyse en fonction des actions qui ont été qui vont être financées et qui sont prévues dans les projets des projets lauréats. Et donc on se rend compte que finalement, donc il y en a un petit peu partout, mais que les régions sont un petit peu classées finalement par des stades d'avancée de filières qui sont très différents parce que comme vous le savez, et puis comme on le voit bien aussi sur ce graphique, on a des régions bocagères historiques ou qu'on va dire avérées, notamment dans le Grand Ouest, Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, qui ont déjà un réseau de SIC et qui demandent, par exemple, des investissements matériels dans le bois énergie, par exemple, avec des régions bocagères qui sont plus en construction avec des filières, des territoires où la filière est n'existe pas. Alors, la filière haie, que ce soit bois énergie, litière, plaquette, peu importe l'usage qui en est fait, bois d'œuvre aussi. Et donc voilà, en tout cas, on voit par exemple Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Hauts-de-France, où on a vraiment cette région bocagère en construction avec des territoires et des projets sur des filières qui n'existent pas encore ou qui sont en émergence. D'autres régions hétérogènes qui sont donc en émergence et en développement, comme la Bourgogne-Franche-Comté ou le Centre-Val de Loire. Et des régions bocagères où là vraiment on a eu peu de projets et sur des régions où la filière n'existe pas encore et sur des actions qui sont principalement des études de préfiguration de filière, justement. Alors, au niveau des actions, donc on avait deux volets, hein, animation et investissement pour des équipements. Et on voit effectivement qu'on a quand même beaucoup d'études de préfiguration avec 19 projets qui en portent. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est effectivement les études de gisement. Et donc, on a ces 24 projets sur 43 projets lauréats qui portent une étude de gisement. Sachant qu'effectivement, un projet peut porter plusieurs actions, donc études de préfiguration, gisement et autres chantiers simultanément, avec des investissements qui ont été classés sur l'exploitation de la haie, les équipements assurant la préparation et le tri du bois et
des plateformes et des hangars bois. Et donc, vous voyez sur la gauche donc, un petit graphique qui montre les régions qui portent les études de gisement. Donc, au total, on en a, comme je viens de le dire, 24, avec pas mal la Bretagne en tête, suivie de la Nouvelle-Aquitaine, parce que c'est une région très étendue également, et Pays de la Loire, etc. Avec tout de même, on retrouve les régions aux filières bocagères inexistantes, comme l'Île-de-France, le Grand Est, ou même la Guadeloupe. Euh, donc, pour reparler de cette méthodologie des études de gisement, justement, qui ont été qui a été porté par Réseauet. En fait, l'objectif de cette méthodologie, c'est de constituer un cadrage national pour garantir la fiabilité des études de gisement, essayer d'harmoniser aussi toutes les données qu'on peut y récolter, tout en tenant compte des spécificités, bien sûr, territoriales, comme le titre des haies ou les données qui sont déjà disponibles. Alors, comment est-ce que cette méthodologie a été construite? Alors, donc, ça a été une approche collective, donc animée par Réseauet, qui a formé un petit groupe de travail pour que les échanges soient plus rapides et efficaces, avec plus de 7 personnes issues de structures notamment impliquées dans les projets lauréats structurés. Et il y a eu cette co-construction justement de cette trame, puis une mise en application sur les 2 territoires tests que je viens d'évoquer tout à l'heure, donc le Baléon en Bretagne, dans le Finistère, et dans le département de la Creuse, en Nouvelle-Aquitaine. Et ensuite, après cette mise en application sur les territoires, il y a eu un retour au sein du groupe de travail avec des questions et des échanges pour ajuster la méthodologie en fonction des mises en application sur le terrain. Donc, comment ça va se passer aujourd'hui? J'ai dit un petit peu tout à l'heure. Il y aura j'ai eu cette présentation et cette introduction. Et ensuite, donc c'est Catherine Moret pour le réseau Air France qui va présenter la méthodologie de l'étude. Et ensuite, on aura les retours d'expérience du Baléon et de la Creuse. Donc, vous avez remarqué que vous n'avez pas les micros ni les caméras. Donc, en fait, je vous invite à poser vos questions dans l'onglet QR du chat. Certaines questions recevront éventuellement une réponse écrite courte pendant les présentations, mais en fait, on va garder toutes ces questions et réponses pour la fin de toutes les présentations on posera aux intervenants à la fin donc, des présentations comme j'ai. Pour les questions, pour que ce soit un peu plus efficace, on aimerait bien que ce soit des questions qui soient limitées donc, à la méthodologie, à la compréhension de la méthodologie et des études de terrain qui vont être présentées. Pourquoi je dis ça? C'est que en fait, pour les questions de personnalisation par rapport à votre territoire, par rapport à vos données que vous avez déjà, en fait, elles seront à transmettre directement aux ingénieurs en DR ADEME, notamment dans le cadre de l'appel à projet structuré, parce qu'en fait, nous, on va s'occuper justement de rassembler l'ensemble des retours, de synthétiser ces retours-là pour créer une FAQ qui sera ensuite expertisée à l'aide de Réseauet et qui sera diffusée sur le canal Teams des lauréats. Alors, je sais qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas que en présence des lauréats de Structuré 2024. On trouvera une manière de vous diffuser tout de même ce webinaire qui est donc enregistré, comme j'ai dit au début. Et puis, pour la FAQ, elle sera, elle, diffusée sur le canal Teams, qui est cependant réservé aux lauréats 2024. Et vous trouverez également tous les documents ressources de cette méthodologie dans ce canal Teams, dans le canal général et dans les fichiers. Et en fait, ces documents sont d'ores et déjà présents sur le canal.
Voilà, et si vous avez d'autres questions par rapport à ça à l'issue de ce webinaire, n'hésitez pas à m'envoyer directement un email. Voilà, donc je vais laisser la parole à Catherine pour présenter la trame. Je vais, pour des raisons de praticité, arrêter mon partage et te laisser partager ton propre écran. Merci. Donc, moi, je vais présenter le cadre général de la méthodologie, puisque dans les détails, les deux exemples vous en présenteront leur réalisation. Donc, comme on vient de le dire, l'objectif de la méthode, c'est d'estimer le volume de bois qui est prélevable annuellement pour un territoire. Donc, on n'est pas sur le volume de bois sur pied, mais bien ce qui sera possible de valoriser, qui serait possible de valoriser annuellement. Dépendant aussi d'aires d'approvisionnement de chaufferie déjà existantes ou à créer, et avec la proposition d'établir des scénarios de mobilisation de cette biomasse sur un long terme, puisqu'on va le voir, des linéaires sont immédiatement prélevables, mais d'autres seraient prélevables après des actions réalisées. Bien sûr, cette question de potentiel n'est pas dépendante de la volonté des gens de valoriser leur haies. On est bien sur un possible prélèvement qui sera lié donc à la capacité de la filière d'animer les actions auprès des producteurs. Alors les grands principes, donc ils tournent autour de trois grandes parties. La première, c'est destiner le linéaire total prélevable. Donc on va voir que ça va se passer par soustraction progressive des linéaires qui ne sont aujourd'hui non productifs. Voilà. Ensuite, sur ce linéaire, d'acalculer le volume qui est prélevable par des références de productivité et d'accroissement des haies. Et donc, sur cette base-là, après, on le caractérisera, puisque ce potentiel, eh bien, il va être plus ou moins facilement exploitable, suivant différentes raisons, localisation, niveau d'accessibilité, et qui aura forcément des conséquences sur le coût de production. Alors, la méthode s'appuie sur des relevés de terrain parce que, effectivement, toutes les données dont on dispose aujourd'hui de manière automatique ne permettent pas de faire des études précises. Et donc, on va avoir la nécessité de relever des caractéristiques sur le terrain pour pouvoir estimer les éléments dont je viens de vous parler. Donc, la méthode qui est proposée s'appuie sur une méthode de statistique cartographique qui est souvent utilisée, y compris à l'échelle européenne pour des indicateurs, qui s'appelle la méthode de Lucas, ou on l'appelle aussi Territi-Lucas. C'est donc un système de quadrillage du territoire par des points répartis régulièrement, de manière donc automatique. Ces points, donc après, on leur fait un tampon, un cercle tampon autour, ce qui va permettre de capter des haies dans ce cercle. Et donc, c'est ces haies-là qu'on va après inventorier sur le terrain. Et donc, normalement, cette méthode permet de faire des calculs statistiques représentatifs de la diversité des haies de votre territoire. Et donc, un des proxys qu'on utilise pour vérifier le niveau de taux d'erreur de la mesure, c'est le calcul linéaire total qu'on va pouvoir comparer avec la couche de lyséenne et qui va nous permettre de caler l'échantillonnage. Donc, tous ces éléments sont bien expliqués dans la méthode. Il y a une note en annexe qui explique comment faire cette vérification. Alors, pourquoi il faut privilégier cette méthode statistique par rapport à d'autres méthodes de relevé de terrain qui peuvent être utilisées, comme par exemple la méthode de placette? C'est parce que les points vont être vraiment régulièrement répartis de manière automatique, et donc vous allez capter l'hétérogénéité de votre maillage. Si vous utilisez par exemple la méthode de placette, eh bien en fait, ces placettes, le risque c'est qu'elle ne sera pas solide d'un point de vue statistique, puisque vous risquez de tomber sur des particularités territoriales et donc de ne pas capter ce niveau de diversité et avec un niveau statistique suffisant. Donc on vous conseille de partir sur cette méthode qui a fait ses preuves. Donc au niveau du temps passé, mais je laisserai éventuellement Enzo et Yann après vous repréciser ces éléments. Mais pour vous donner une idée, donc sur le territoire du Baléon, 63 000 km de haies. Donc il y a 1500 points qui ont été répartis, ce qui représente 59 km de haies qui ont été inventoriés sur le terrain. Donc avec un niveau de précision qui était en dessous du 5% de taux d'erreur, donc plutôt
Donc voilà, on considère que c'est un taux qui est statistiquement fiable. Et donc, il a fallu 1 mois de relevé de terrain avec un ETP à temps plein. Donc, les données sur le relevé sur le terrain vont permettre de caractériser les haies. Donc, la nomenclature proposée donc, est dans un fichier Excel qui est joint à la méthodologie. Et donc, juste pour précision, donc, les données qui seraient relevées peuvent aussi être utilisées pour d'autres enjeux de diagnostic, au-delà de ces questions de valorisation de filière. Donc, ce travail de terrain peut être utilisé dans d'autres cadres, et vous le verrez avec la Creuse, puisque eux, ils sont partis à l'envers. Ils avaient déjà fait ce travail pour d'autres enjeux de préservation des haies, des enjeux de biodiversité, et ils ont réutilisé leurs données pour cette étude de gisement. Donc, on va avoir des indicateurs principaux autour de la typologie des haies, des essences dominantes, des largeurs et des continuités du couvert, de l'interface. Donc, l'interface, vous pouvez aussi la lire à partir de votre photo aérienne et la vérifier sur le terrain, et puis les dégradations dominantes. Donc, par rapport à des caractéristiques qu'on a pu déjà relever dans d'autres études, vous avez peut-être vu dans un webinaire récemment des choses par rapport à la biodiversité. On va aller davantage dans des détails par rapport à la capacité de production des haies. Donc, en particulier, la proportion d'arbres de Auger et de l'état des taillis dans la typologie des haies. Vous le verrez avec le travail sur la Creuse que c'est un point important. Et aussi, on a des caractéristiques sur les différents types de largeur, puisque les références qu'on possède de productivité des haies sont à partir de haies en bon état. Et donc, d'avoir ce gabarit de haies vous permet de juger de votre accroissement, de votre volume de bois sur pied, proportionnellement à des références existantes. Donc, premier point, estimer, caractériser le linéaire total prélevable. Donc, à partir des points statistiques donc, et relevés terrain, vous allez pouvoir calculer le linéaire total initial présent sur le territoire. Donc, on vous conseille de prendre celui qui va être issu de la statistique. Et donc, c'est de là dont vous allez partir pour après, au fur et à mesure, estimer les linéaires immédiatement prélables de ceux qui pourraient être intégrés dans un scénario d'évolution suivant l'état des haies. Donc, vous allez caractériser ces états et vous allez diminuer ce linéaire de haies productifs à court terme des linéaires qui seraient potentiellement productifs à plus long terme, mais qui, avec des travaux ou des actions de restauration ou de gestion qui peuvent être plus ou moins importants. Donc, ceux qui ont un trop faible taux de recouvrement, donc qui aujourd'hui n'auront pas le volume de bois et ne seront pas économiquement intéressants à prélever. Tout ce qui sont les jeunes haies, avec des possibilités éventuellement de construire des trajectoires avec des projets de plantation et des pas de temps au moment où ils pourraient être productifs. Toutes les haies taillées au carré, qui aujourd'hui n'ont pas de volume prélevable, mais avec une autre mode de gestion pourraient l'être, ou les haies trop dégradées par des pratiques d'entretien, qui fait que le volume de bois exploitable n'est pas intéressant et demande des restaurations. Donc, sur cette base-là, donc, vous pourrez, à partir du linéaire, calculer le volume total prélevable. Donc, en établissement, le cycle de gestion du territoire qui va permettre de calculer l'accroissement annuel, puisque effectivement, on va avoir le volume de bois sur pied. Donc, vous verrez dans les ressources que l'IGN a fait un travail de calcul du volume de bois sur pied à partir de données grande échelle de photos aériennes et de références de calcul à partir de données de l'IDF, mais ces calculs sont des volumes de bois sur pied, donc il faut savoir les ramener donc à un accroissement, puisque c'est ce que vous pourrez prélever, que annuellement on ne prélève pas plus que l'accroissement annuel. Sinon, donc, on attaque le capital. Donc ça va se faire en fonction des conditions pédoclimatiques, donc réserve hydrique des sols et pluviométrie. Donc une méthodologie est proposée dans la note avec les ressources disponibles pour pouvoir croiser les données et pour pouvoir descendre à des échelles relativement fines. Donc vous le verrez dans les deux expériences de retour terrain qui peuvent vous être présentées. Donc, il est possible aussi de travailler sur les questions de modification des conditions de production liées au changement climatique, puisque là, les données pédoclimatiques que l'on a sont des données antérieures et qui peuvent être recalculées à partir de changements à venir, et donc estimés.
Donc sur cette base-là, vous allez pouvoir travailler le volume prélevable, soit en vous basant sur des références nationales, en particulier le projet RESPE, et en adaptant à vos cycles de gestion du territoire, ou bien en partant de références locales plus détaillées sur des productions mesurées en accroissement. Donc suivant le type de haie, sachant que sur les arbres de Auger, il nous semble qu'on sera plutôt sur des prélèvements ponctuels, puisque leur renouvellement va être plus délicat et plus compliqué. Donc, je laisserai Florentin vous présenter ces points-là. Ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir des estimations de l'IGN. Donc, en attendant des références plus globales à France entière, puisque donc au niveau de réseau E, donc on envisage de lancer un projet en dépôt au mois de janvier pour travailler sur des références nationales, pour lequel on mobilisera probablement les territoires engagés dans le projet structuré. Donc, à partir de là, donc, vous aurez les volumes prélevables du linéaire immédiatement disponible et des linéaires que vous pourriez inscrire dans vos scénarios. Mais de ces linéaires, il faut soustraire les volumes qui sont aujourd'hui déjà consommés, soit en bois bûche, donc à partir de données bibliographiques. Donc on vous a fait une liste de données disponibles à partir d'études nationales qui ont été réalisées par l'ADEME, que vous pouvez compléter avec des données locales. Et donc à partir de la consommation de bois bûche des ménages et de ce qui est issu du bois de haie. Il faudra aussi enlever les volumes déjà consommés qui sont consommés dans les filières énergie existantes, en particulier dans les territoires où, comme l'a expliqué Aliénor, il y a déjà des filières bien installées. Donc là, à partir des plans d'approvisionnement déjà identifiés, pour lesquels les ADEME régionales pourront aider les territoires. Donc sur cette base-là, dernière partie, donc on a le volume prélevable immédiatement ou dans des scénarios d'évolution, mais il faut pouvoir le caractériser puisque suivant leur situation géographique, eh bien, ils seront plus ou moins accessibles avec des types d'acteurs à mobiliser différents et avec des coûts qui pourraient être plus ou moins variables. Donc, ce qui va jouer, c'est les types d'interfaces et les contraintes associées. Donc, on ne va pas avoir les mêmes acteurs quand on est en intra-parcellaire ou quand on va être en bordure de route ou d'infrastructure. Quand il va y avoir des lignes, par exemple, qui vont changer soit les acteurs à mobiliser, soit les contraintes et les coûts associés. De la même manière, les conditions de terrain vont conditionner la capacité à aller chercher ce bois. Il est probable que les opérateurs iront le chercher dans les endroits d'abord les plus simples avant d'aller dans des conditions plus compliquées, comme les zones humides ou les fortes pentes, qui vont augmenter les coûts de prélèvement. Sur cette base-là, vous pourrez les croiser, donc croiser tous vos prélèvements potentiels avec les aires d'approvisionnement de chaudières existantes ou de projets de chaudières par rapport à des sites où vous envisagez dans vos constructions de filières le potentiel d'installation, suivant la distance à parcourir et aussi les autres bois disponibles sur le territoire. Et enfin, donc, ce travail de caractérisation peut être complété par rapport donc, à la possibilité de mobiliser des acteurs ou des entreprises pour pouvoir mobiliser ces volumes, parce qu'on l'a dit que c'était des volumes potentiels, mais aussi l'intérêt des gestionnaires à pouvoir s'inscrire dans des filières à partir d'enquêtes. Donc, je ne détaille pas toute la méthodologie puisque les collègues vont après vous la présenter de manière un peu plus illustrée. Mais donc, vous trouverez la trappe méthodologie dans la référence qui qui va vous être mise à disposition par l'ADEME. Donc, on a détaillé tout le contenu, un fichier Excel pour pouvoir faire les relevés terrain et les références bibliographiques associées. Voilà, et vous aurez aussi les deux rapports d'études réalisés dans le Finistère et sur la Creuse à titre d'exemple. Et donc, l'étude de l'IGN dont je vous ai parlé est disponible dans la librairie ADEME depuis peu et il est prévu donc un webinaire au mois de décembre pour le présenter. Je vous remercie. Et je laisse donc du coup la parole à mes collègues pour vous détailler cette méthodologie générale sur les deux territoires exemples.
C'est bon, vous voyez le diaporama? Oui, Ouais. merci beaucoup. Donc bonjour à tous. Donc, on va commencer par un petit témoignage sur cette méthode qu'on a utilisée sur le territoire du Baléon. On a travaillé à deux là-dessus. Avec moi je travaille au syndicat du Baléon, chargé de mission, et Enzo Daniello qui prendra la parole également pour vous présenter tout ce travail, qui était stagiaire chez nous en fin d'études, stagiaire ingénieur agronome. Donc, juste pour vous présenter déjà le contexte, le territoire, donc c'est dans le Finistère, au nord de Brest. Le Baléon, c'est 56 communes. Et on travaille en fait, donc le syndicat d'eau, c'est un syndicat de producteurs d'eau potable. Et on travaille en partenariat notamment avec les EPCI du territoire, donc depuis longtemps déjà, notamment via le programme Brest Bocage, donc sur la partie davantage en plantation et gestion durable de l'existant. Et donc en 2024, il y a un an maintenant, on a monté un consortium, notamment avec la SIC Côte Bromont-Troulaise, pour aider la SIC à se développer sur notre territoire, à étendre son rayon d'approvisionnement notamment, et développer les filières de valorisation du bois de bocage issu d'une gestion durable sur le territoire, grâce notamment à cet appel à projet structuré. Donc on a des actions prévues hein, sur 3 ans à ce sujet, dont cette étude de gisement qu'on a pu élaborer cette année. Il y a tout un tas d'autres actions évidemment menées hein, de formation à la gestion durable, de, enfin, en gros de donner des valeurs économiques aux haies, de développer des plateformes aussi de stockage chez les agriculteurs, notamment. Enfin, voilà, pour passer brièvement. Et donc, depuis le printemps dernier, on a monté cette méthode. Et donc, on va vous présenter un peu le déroulé et quelques résultats. Je vais laisser Enzo maintenant euh, prendre la suite de cette présentation. Ouais, merci Yann. Bah, bonjour à tous. Je vais peut-être reprendre la main sur le diapo. Je pense ce sera peut-être plus pratique. OK. Je vais voir si mon Hop. partage d'écran fonctionne bien. Hop. Hop. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Ouais. Non plus. Ouais, c'est Oui, bon. oui, c'est bon. Alors. Donc, voilà, donc il y a déjà une petite présentation un petit peu des étapes de travail qui sont à faire. Donc je vais surtout parler de la phase numérique un petit peu et de la phase terrain. Donc qui sont les deux principales phases de travail quand on veut réaliser un petit peu l'étude de la ressource bocagère sur son territoire. Donc la première phase de travail, c'est la phase numérique. Donc, on a d'abord travaillé avec la BDFV2 de l'IGN, donc les données de 2024. On a utilisé ces données parce qu'elles sont disponibles à l'échelle nationale. Donc comme ça, tous les territoires pouvaient l'utiliser, puis on partait sur relativement la même base de travail. Chez nous, cette BDFV2, ça représentait à peu près 7000 km de haies et de talus. Donc on est sur un échantillon super grand. C'est pour ça qu'il a fallu utiliser la méthode statistique Terruti-Lucas qui a été présentée par Catherine il y a quelques minutes. Et chez nous, on a repris donc des cercles d'une étude précédente et on avait à peu près 507 cercles sur le Valéon qu'il a fallu adapter pour avoir une bonne représentativité du linéaire. Et donc, on est parti sur des cercles de 70 mètres de rayon. On t'entend assez mal. Et Il y a un problème de connexion, j'ai l'impression, du ah, côté. Je pense que vaut mieux que je partage l'écran. Ça évitera de consommer trop de bandes passantes, je pense. On peut essayer comme ça, effectivement. Ouais. ouais, on peut essayer. Puisque déjà le micro, c'est mieux sans. Ouais.
Sans écran. Hop. Est-ce que ça va être mieux comme ça? Ok, donc là, si je parle, est-ce que c'est mieux niveau qualité? Ça a l'air mieux déjà. Ok, Oui. et on va rester comme ça. Donc voilà, donc 507 cercles de 70 mètres de rayon. Euh, et donc, et tu peux passer, Yann, si tu veux. Donc, dans ces cercles, on a eu à peu près 1200 haies et talus à caractériser pour ensuite extrapoler sur le reste du territoire. Et donc, le but de la phase numérique, ça a été déjà d'affecter un nombre de données qu'on a disponibles. Donc, ça peut être, là, comme dans le tableau, des données de zones humides, de zones un petit peu avec des restrictions plus fortes, de Natura 2000, SNIEF, des sites classés, des sites monuments historiques. On peut aussi renseigner le linéaire qui est déjà euh, des, euh, dans des mesures de gestion durable, de MAEC, potentiellement de PGDH et de label S si ces données existent sur vos territoires. On peut utiliser le modèle numérique de hauteur de canopée et, euh, et on a également créé une carte des conditions pédoclimatiques sur notre territoire. Une carte qui est juste après, il me semble. Voilà. Donc une carte comme ça qui croise des données de pluviométrie et de réserve utile des sols, donc qui permettent d'avoir une estimation du cycle de pousse des arbres sur les territoires. Et donc nous, on peut voir voilà, déjà que sur l'Est, on a une zone qui a l'air plus favorable avec des cycles estimés un peu plus courts, là où la couleur est plus foncée. Et à l'inverse, à l'ouest et sur la bande côtière, des zones plus défavorables. Donc ça peut être un bon outil d'aide à la décision quant au placement des endroits stratégiques pour le développement d'une filière ou, ou tout simplement pour réfléchir au cycle moyen d'entretien des, euh, de nos linéaires bocagés. Donc voilà, la phase numérique consistait à affecter toutes ces données à, euh, à notre linéaire bocagé sur SIG. Et donc ensuite, cette phase devait être complétée par une phase terrain. Donc voilà, donc phase terrain qui avait deux objectifs: valider les tracés numériques de la BDF V2 et récolter des données qui n'étaient pas disponibles en numérique. Donc là, on parle de typologie de haies, on parle des largeurs de houppiers et des largeurs des haies à 2 mètres, du couvert des haies, des dégradations visibles ou non, des essences dominantes, et aussi vérifier l'interface des haies pour donner des informations sur notamment leur accessibilité. Pardon. Et, euh, et donc globalement, cette phase, comme disait Catherine, c'est ça, elle a pris à peu près un mois sur notre territoire, donc pour relever un peu plus de 1100 linéaires. Et donc ça, voilà, donc Catherine a présenté ça tout à l'heure. Pour l'analyse ensuite du linéaire, c'est qu'on a réfléchi euh, avec la façon de faire, c'était de retirer le linéaire en mauvais état pour garder le linéaire productif et lui affecter les coefficients de production pour obtenir la production biologique possible dans une hypothèse de gestion durable. Et donc, on avait retiré les typologies peu productives, les haies aux emprises limitées et aux faibles couverts, les essences peu productives également, et les haies qui présentaient des traces de dégradation trop importantes. Et donc ensuite, on a fait deux scénarios qui sont légèrement différents. Un scénario plutôt à court terme dans lequel, en plus de ces premiers critères, on retire le linéaire qui présente des traces d'utilisation du lamier. Donc là, c'est-à-dire qu'on garde vraiment les haies qui sont globalement en très bon état, qui peuvent être favorables à un entretien en fait au premier hiver cette année, par exemple. Et ensuite, scénario 2, une projection qui peut être estimée à environ 6 ans,
où on enlève le lamier dans les critères d'exclusion, ce qui fait que les haies qui étaient moyennement dégradées, presque en bon état, mais qui présentaient des traces de lamier, sont ajoutées au linéaire productif, parce que d'ici à 6 ans, dans une hypothèse de gestion durable, on peut faire l'hypothèse qu'elles sont en fait dans un bon état de production. Et également, on a ajouté une partie du linéaire planté avec les initiatives Brest-Bocage parce que ça fait quelques années que ça a commencé, puis on peut estimer que d'ici 6 à peut-être 10 ans, ce linéaire pourra commencer aussi à être productif. Et donc, on va pouvoir un petit peu discuter de ce que ces scénarios disent tout à l'heure. Passons un petit peu voilà, au résultat de ce qui est réalisable après des études de la ressource et après la phase terrain. Donc déjà, il est intéressant de noter que en termes de linéaire, on a une réduction de 6,2% du linéaire entre le tracé de la BDFV2 à l'origine et le linéaire qui a été gardé au final après la phase terrain. Donc ça, c'est dû aux dynamiques du bocage, que ce soit les haies à raser qui sont pas forcément notées tout le temps, ou même simplement des erreurs dans la création de la couche BDFV2. Comme elle est faite à large échelle, c'est pas étonnant qu'il y ait des petits artefacts à corriger. Et ensuite, il est possible de voir un petit peu, de faire un état des lieux de son bocage, avec ici deux exemples de graphiques, avec le premier qui présente les typologies de haies dans le baléon, avec, on peut voir une majorité quand même de typologies sous forme de CP d'arbres et d'arbustes, parfois juste d'arbres, parfois juste d'arbustes, mais assez peu de OG finalement. On pourra comparer à la Creuse où c'est pas tout à fait le même scénario. Et également, sur le deuxième graphique, on peut par exemple visualiser les traces de dégradation principales, donc, dans laquelle on voit que le lamier est largement majoritaire, comme dans beaucoup d'autres espaces. Maintenant, on va essayer de passer un petit peu au résultat du scénario, ce qui peut être envisagé en termes de production à l'issue du choix par critère. Donc ici, scénario 1, donc c'est celui où effectivement on a essayé d'avoir un tri assez strict. Et on peut voir en haut à gauche là, de ce tableau que la part du linéaire retiré est de 80%. Donc là, avec les critères qu'on a choisis, seul 20% du linéaire est réellement considéré en bon état de production sur l'ensemble des critères. Euh, Chez nous, ça représente 1400 km environ. Et donc ensuite, si on lui applique à ce linéaire productif le coefficient de 10 tonnes au 100 mètres, qui était le coefficient moyen ressorti par l'étude biomasse, on arrive sur une production annuelle, si on choisit un cycle moyen de 15 ans, de 4600 tonnes à l'année. Donc, donc, on peut un petit peu arriver sur des chiffres comme ça. Puis après, on peut rebasculer sur des kilomètres, hein. Ça représente à peu près 93 kilomètres de chantier à l'année si on considère ce linéaire-ci. Et en comptant que d'ailleurs, on a retiré voilà, 50% de la production pour la part de bois bûche, parce que c'est les chiffres estimés, et c'était afin de pas surestimer la production totale ou la production qui est disponible pour du bois plaquette en chaufferie. Donc on a utilisé ce coefficient de 50% par sécurité, on va dire, euh, d'abord. Ensuite, si on passe au scénario 2 pour un petit peu comparer les évolutions possibles, donc scénario dans lequel on a rajouté euh, environ 150 km de haies plantées et dans lequel on a retiré le lamier, eh bien, on peut voir qu'ici, on a une augmentation de 13% du linéaire qui est considéré comme en bon état de production. Donc, ce qui rajoute pratiquement au final 1100 km de linéaire considéré en bon état. Euh, et donc, par rapport à la production annuelle, on augmenterait de 3600 tonnes à l'année, déjà avec ce petit changement qui consisterait à
réduire l'utilisation du lamier. Et donc, ça représenterait 168 km de chantier euh, à l'année, c'est ça. Donc maintenant, ces chiffres en eux-mêmes, ils sont un peu durs à, à rendre. C'est un peu dur de visualiser ça, ce que ça veut dire. Donc on a essayé de mettre ça un petit peu en perspective. On a la chance en Bretagne d'avoir l'Observatoire de l'environnement en Bretagne, qui possède une banque de données en fait assez large sur les questions d'énergie, même sur les questions bois-énergie. Et donc on avait pas mal de référentiels à comparer. Donc là, après, pour les différents territoires, il faut voir ce qui est disponible et à quelle échelle. Mais du coup, nous, on a pu voir que cette production biologique, donc de 4660 tonnes à l'année, elle peut couvrir environ 22% de la consommation actuelle du bois déchiqueté qui est utilisé dans les chaufferies, dans le Baléon. Si on compare à la chaufferie moyenne en Bretagne, ça représente même 5 installations moyennes, donc qui seraient, dans l'hypothèse, alimentées uniquement en bois de bocage géré durablement. Donc ça reste une hypothèse forte, hein, mais c'est pour avoir un ordre d'idée. Et dans le mix bois-énergie, par exemple, actuel sur les 3 EPCI principaux du Baléon, on pourrait atteindre 27% potentiellement, qui est issu d'une gestion durable. Donc c'est toujours dans le scénario 1. Et voilà, donc si on compare aux chiffres du scénario 2 sur ces mêmes facteurs, on peut avoir une couverture du bois déjà consommé une augmentation de 16%, donc passer à 38% de la consommation actuelle. L'augmentation pourrait couvrir 9 installations moyennes par rapport à l'installation moyenne de Bretagne. Et on pourrait arriver à couvrir 62% du bois de bocage dans le mix énergétique euh, du Baléon, toujours issu d'une gestion durable. Donc ces chiffres sont aussi à prendre avec un peu de recul, hein. C'est la consommation actuelle, donc de ces dernières années, et on ne sait pas dans 6, 10, 15 ans à combien cette consommation sera réellement, est-ce qu'on va consommer plus ou moins. Mais actuellement, voilà, c'est les comparatifs qu'on peut faire. Et on note que, effectivement, si a priori la gestion durable s'installe et que, par exemple, on retire le lamier de l'utilisation pour l'entretien des haies, on a déjà des augmentations de production qui sont en fait assez conséquentes et qui peuvent être palpables en termes de chiffres. Ça peut vraiment évoluer. Et donc enfin, on va revenir un petit peu sur ces cartes et sur cette idée de localisation de filières, parce qu'on peut rebasculer ce tri de linéaire et retrier sur QGIS et sur les SIG pour retrouver notre linéaire productif. Donc là, c'est remarqué scénario 1, donc le linéaire considéré comme un bon état de production a été sélectionné et on a appliqué un petit filtre, on va dire, où plus la couleur verte est importante, plus le linéaire en bon état de production est dense aussi. Donc on peut en fait localiser sur nos territoires eh bien, le linéaire en bon état. Et peut-être un petit peu, ça peut influencer sur les projets de chaufferie, où est-ce qu'ils veulent s'installer. Nous, on peut voir que voilà, il y a un noyau plus important à l'est. Et scénario 2, on voit que ça évolue un petit peu, ça s'homogénéise plus, mais on voit qu'il y a quand même des parties plus denses au centre et à l'est du territoire. Et donc, ça peut être des outils assez intéressants pour en apprendre plus sur son territoire, sur l'état de son gisement en bocage. Et, euh, Et je vais laisser, je pense, Yann un petit peu conclure sur ça. Oui, merci Enzo. Juste pour conclure sur les résultats que tu viens de présenter et la méthode, en fait, grâce au travail aussi en commun au niveau national, cette méthode paraît fiable statistiquement et solide. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est aussi facilement applicable sur le terrain, hein. On a des critères
assez simple à reprendre. Notez que c'est quand même très intéressant d'utiliser par exemple une tablette terrain où on a directement QGIS sur tablette pour rentrer toutes ces informations quand même sur le terrain et gagner du temps. C'est aussi ce que vous a présenté Enzo avec des trajectoires différentes, avec des différents scénarios. C'est intéressant d'intégrer ça parce que on n'est pas sur quelque chose de figé. Évidemment, c'est toujours mouvant en fait, hein, les pratiques évoluent, le bocage aussi évolue dans un sens comme dans un autre. Et donc, c'est intéressant d'intégrer ces dynamiques paysagères et d'avoir toujours une démarche prospective, hein, et donc, on peut aussi actualiser ces résultats en fonction de justement des scénarios ou des orientations politiques qui pourront être données également, par exemple. Et puis, nous, on a déjà fait ces restitutions, par exemple, de résultats auprès de nos élus et des collègues sur nos territoires, là, dernièrement. On se rend compte aussi que c'est un outil pédagogique, finalement. On peut faire passer aussi des messages d'enjeux sur la gestion durable des haies, justement, là, en donnant des chiffres concrets sur ce que ça peut engendrer sur une filière bois, ou aussi sur la densification, le maintien de dynamique de plantation, par exemple, etc. Voilà. Donc maintenant, je laisse la parole à Florentin pour la Creuse, avant d'échanger dans le chat. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, super. Alors bonjour à tous, Florentin Bras, je suis chargé de projet au CPIE des Pays Creusois. Et donc on a développé sur une partie du territoire creusois la méthode dite de Terituluca. Alors ça, la méthode de diagnostic, on l'a déployée, comme disait Catherine, sur l'ensemble de la Creuse entre 2021 et 2023. On était dans les premiers à déployer cette méthodologie-là, et la petite particularité qui est une erreur à ne pas reproduire, c'est que lorsque nous avons positionné nos points dans nos mailles sur le terrain, nous avons déplacé ces points avec les zones tampons sur les haies les plus proches, ce qui a cassé la statistique. Il y a eu un travail de notre stagiaire Céline Fourny qui a réalisé cette étude de replacer les points et les zones tampons au niveau des points initiaux, donc qui sont en vert sur l'illustration en haut à droite, et donc de regarder s'il y avait des haies qui étaient présentes que nous n'avions pas diagnostiquées. Cela représentait un faible linéaire, et donc on a pu continuer sur l'étude de gisement. Pour notre part, avec notre première méthodologie, ça représentait 1950 points sur l'ensemble de la Creuse. On a mis environ une journée par point, mais avec la méthodologie aujourd'hui stabilisée qui sera dans l'étude biomasse et dans les documents que vous pourrez retrouver, vous passerez moins de temps. Nous, on a passé plus de temps que nécessaire, certainement le double du temps. On a fait ça parce qu'on voulait maximiser le linéaire, mais ce n'était pas une bonne idée au niveau statistique. En tout cas, avec la méthode reprise, on en est arrivé sur la Creuse à déterminer un linéaire de 36 830 km, ce qui correspond à peu près au chiffre de la BDE. Et à l'échelle des deux EPCI, donc vous pouvez voir sur la carte les deux EPCI à l'est de la Creuse, ça a été notre territoire d'étude pour cette première version de l'étude biomasse, et on projette dans le nouvel appel à projet de la draft du pacte de déployer cette méthodologie sur l'ensemble de la Creuse. Donc on est sur à peu près un tiers du département sur ces deux EPCI, et donc au niveau statistique, on a une incertitude qui est de 3,8% au niveau des deux EPCI, et ce que l'on souhaitait, c'était pas dépasser 5%. Donc, on est bien sur une valeur statistique fiable.
Donc, le linéaire estimé sur notre territoire d'étude est de 19 545 km. Et donc, le premier travail a été d'estimer le linéaire prélevable en soustrayant progressivement des linéaires non prélevables car non productifs. Donc, on a soustrait 813 km de haies dont le taux de recouvrement est insuffisant. Je vous en parlerai juste après. On a retiré plutôt 227 km de jeunes haies plantées, de haies résiduelles, donc qui sont issues du bocage existant, mais qui sont très dépérissantes, et des haies de colonisation qui sont en train d'arriver. Donc ces haies-là, ces haies en devenir, on n'est pas assuré qu'on puisse prélever un volume de bois dans l'immédiat, donc on les a soustraites. Et puis, une particularité de la Creuse, c'est d'avoir à peu près 50 à 60% de haies taillées au carré, donc, ou de haies taillées sur 3 faces. Et donc, on a supprimé ces haies-là lorsqu'elles n'avaient pas d'arbres de Auger. Et lorsqu'il y avait des arbres de Auger, on les a supprimés si ces arbres de Auger représentaient moins d'un tiers du linéaire, car ils sont en effectif trop peu nombreux pour oser en prélever. Et donc après, bien sûr, ces linéaires-là, dans des scénarios comme l'a fait le Baléon, pourraient, avec de la restauration, venir compléter le volume prélevable que vous aurez à la fin de ma présentation. Donc sur le taux de recouvrement, on a travaillé un arbre de décision. Donc si la haie était nue ou éparse, on a considéré que le taux de recouvrement était insuffisant. Si la haie est discontinue, c'est-à-dire que sa continuité vue du ciel représente 1/3 à 2/3 du linéaire, alors là, on a fait plusieurs choix. On a décidé de scinder. Si les haies ont été ajoutées par Céline au moment de revoir la cartographie, de replacer les points, on n'a pas assez de données sur ces haies-là, donc on s'est dit que c'était un taux de recouvrement insuffisant. Et ensuite, s'il y avait des dégradations liées à l'entretien d'emprise, sachant que sur la Creuse, plus de 80% des haies ont une dégradation liée à l'entretien d'emprise. S'il y avait dégradation et que la largeur de la haie faisait moins de 2 mètres, on a considéré un taux de recouvrement insuffisant. Et si ces haies dégradées avec un facteur de dégradation, notamment de l'épareuse, mais que les haies faisaient plus de 2 mètres, on s'est dit qu'on les plaçait dans un taux de recouvrement intermédiaire et vous verrez, ça influera sur le volume de bois prélevable par la suite. Et donc, s'il y a des dégradations liées à l'entretien d'emprise, enfin, s'il n'y a pas de dégradation liée à l'entretien d'emprise, mais que la continuité est entre 1/3 et 2/3, le taux de recouvrement est intermédiaire. On a une chance, c'est d'avoir quand même beaucoup de haies continues en Creuse et continues à plus de 2/3 du linéaire. Et donc, ici, on s'est dit que c'était un taux de recouvrement correct. Sur le bas de la diapo, vous voyez les dégradations liées à l'entretien d'emprise qui ont été considérées, donc passage à plat, les pareuses entre les ligneux, sur les repousses ou de manière latérale sur les ligneux. On a très peu de passages de lamier, de mémoire, ça doit représenter moins de 5% du linéaire, mais on l'a aussi considéré dans des potentielles dégradations. Mais par rapport à une question qui a été posée dans le chat, il y a quand même une nuance avec la largeur de la haie. Donc, dans notre travail d'estimation du linéaire total prélevable, on en arrive à 9 938 km de haies potentiellement prélevables, avec une grande part de taillis et de Auger. Et donc, même s'il y a beaucoup de taillis sous-futés, donc un mélange de taillis, de cépées d'arbustes, d'arbres et d'arbustes et de Auger, on remarque avec ce diagramme que la majorité du linéaire de haies est composé de Auger, donc c'est une grosse différence avec le Baléon. Donc à la fois, on a pu estimer le volume prélevable sur un cycle de gestion au niveau des taillis, mais on a aussi creusé le sujet des Auger.
Justement, sur ce volume prélevable, on a cherché à affecter une référence de productivité, ensuite qu'on a ajusté au cycle de gestion du territoire. Je vous présenterai le cycle de gestion par la suite. Donc, on a considéré une unité de 100 mètres pour le volume de bois prélevable. Voilà. Donc pour les taillis, il y a de la bibliographie, notamment dans le cadre du projet Respect, où on arrive à une productivité des taillis d'environ 10 tonnes au 100 mètres, quand la haie est en bon état écologique. Et ce n'est pas le cas de toutes les du territoire. Donc on a eu plusieurs scénarios, plusieurs catégories. Donc la catégorie A qui et la catégorie qui regroupe des haies qui ne comportent aucune essence productive. Donc ça, c'est des données qu'on a eues dans les relevés de terrain. Et au moins une essence typique de taille sévère. Euh, donc, ce sont des haies qui sont plutôt dégradées. Donc, on a affecté des décotes. Donc, si la largeur de la haie fait moins d'1 mètre, on considère qu'elle ne produit pas de bois. Si elle fait entre 1 et 2 mètres, elle produira 2,5 tonnes au 100 mètres. Et si elle fait plus de 2 mètres, elle peut produire 5 tonnes au 100 mètres. La catégorie B est intermédiaire entre le A et le C. Et donc la catégorie C sont les haies ne comportant aucune essence typique de taille sévère et au moins une essence productive. Donc si elles font moins d'1 mètre, on considère qu'elles font 10 tonnes au 100 mètres. Si elles font entre 1 mètre et 2 mètres, 15 tonnes. Et supérieures à 2 mètres, 17 tonnes. Et donc, vous voyez, la classe B, selon la largeur, c'est intermédiaire entre la classe A et la classe C, avec des productions de 5 tonnes, 10 tonnes et 15 tonnes. Ensuite, la partie qui va différer notamment de territoires où les OG sont peu présents, c'est l'évaluation donc des volumes prélevables dans les houppiers. Alors pourquoi les houppiers? Car les troncs, on a considéré que les troncs des arbres ne seront pas valorisables en bois déchiqueté, mais plutôt en bois bûche ou en bois d'œuvre, si c'est possible. Donc c'est une précaution qu'on a prise. Par contre, on est bien parti sur le fait qu'on ne faisait pas d'élagage, car ce sont des vieux arbres et ça leur serait préjudiciable, mais qu'on viendrait bien prélever les arbres par le pied, donc avec une valorisation de la bille d'un côté et avec la valorisation du houppier potentiellement en bois déchiqueté, mais également en bois bûche. Donc là, on est parti sur un volume plutôt bois déchiqueté, mais vous verrez par la suite les petites subtilités. Donc, pareil, suite à de la bibliographie qui était très disparate au niveau national, on a statué que si la haie avait un houppier inférieur à 4 mètres, on considérait qu'elle ne produirait pas de bois. Si le houppier est entre 4 à 10 mètres, donc plutôt développé, il produirait 15 tonnes de bois. Et que si le houppier est supérieur à 10 mètres, il produirait 20 tonnes de bois. Les linéaires qui présentent un taux de recouvrement par la végétation ligneuse dite intermédiaire, donc ce qu'on a vu dans la diapo précédente, ont eu une décote de 50%. Notre objectif est surtout de ne pas surestimer le volume prélevable, quitte à le sous-estimer légèrement, on préférait garder des garde-fous. Et bien sûr, la différence entre les taillis et les OG, c'est que aujourd'hui, le taillis, si on le recèpe et qu'on le laisse repousser, on peut être sur une gestion durable et donc un renouvellement de la ressource. Aujourd'hui, on n'a quasiment pas de renouvellement dans les arbres de OG et donc les prélèvements qui viendront ponctionner les arbres de OG aujourd'hui ne peuvent pas être considérés comme durables car il n'y a pas de renouvellement. Donc il y a d'abord un gros travail sur la gestion durable des linéaires en entier et donc le renouvellement des arbres de OG. Mais pour amener de la lumière, on aura quand même besoin de prélever certains arbres de OG. Et donc, on présente aussi beaucoup de taillis sous futaie. Et la question était, est-ce que les taillis sous couvert de futaie produisent autant?
Et donc, on a décidé d'appliquer une décote de 25% sur les taillis en sous-étage, sous les arbres de Auger, pour ne pas surestimer leur volume de bois. Donc, bien sûr, dans les arbres de décision que je vous ai présentés juste avant. Donc, si on fait un petit récapitulatif, le tonnage de bois produit sous forme de taillis sans cycle de gestion est de 549 000 tonnes humides, donc environ à 20%. Et le tonnage de bois issu des houppiers, des arbres de Auger est de 915 000 tonnes humides. On a déduit, comme vous l'avez compris, ce qu'a présenté Catherine au début, on a déduit des volumes déjà mobilisés sous forme de plaquettes. Alors, on ne l'a pas encore déduit parce qu'on est en train de travailler sur ce chiffre à l'échelle du syndicat Est-Creuse, donc des 2 EPCI de l'Est de la Creuse. Et on a réussi à déduire quand même un volume déjà mobilisé sous forme de bois-bûche. Donc, comme le demandait Laetitia dans le chat, il n'y a pas de données spécifiques sur la Creuse et aujourd'hui d'observatoire qui permet de déduire un volume en bois-bûche issu du bocage. Donc, on a croisé la consommation des ménages. Donc, on a estimé à partir de données nationales, d'une étude de l'ADEME et d'une étude de l'AREC qui nous donnait des chiffres à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, on a fait des extrapolations que vous pourrez trouver dans le rapport qu'on a fourni à la fin de cette étude. Bien sûr, tous les chiffres ont des unités différentes, du ster, du kilowattheure. Et donc, nous, on a reconverti tout ça en tonnes humides, notamment grâce à une calculette de conversion qui nous a été transmise par Fibois Nouvelle-Aquitaine, qu'on remercie. Et donc, on a estimé plutôt une tendance haute de la consommation, donc qui représente 4 800 tonnes de bois déjà prélevés dans le bocage sous forme de bois-bûche. Donc, c'est ce que je vous disais précédemment. La valorisation du bois d'élagage, on l'a considéré comme non renouvelable, donc on n'est pas parti sur ce scénario-là. Donc, on est parti sur du prélèvement de bois de Auger, mais qu'il ne pourra pas être sur le même cycle de gestion que le taillis. On est sur des cycles de gestion qui sont à minima de l'ordre de 80 à 100 ans, contrairement au cycle de gestion du taillis qui est beaucoup plus court. Donc, pour le moment, on a considéré le bois de Auger non renouvelable, contrairement au bois de taillis. S'il y a une gestion durable, on peut considérer comme étant renouvelable. Donc, je ne vais pas vous détailler le cycle de gestion, mais c'est un croisement entre la pluviométrie annuelle et la réserve utile des sols. Et donc, si on met à part les épiphénomènes que vous voyez en vert ou en noir sur le territoire, on considère en Creuse un cycle de gestion de 25 ans, vu que sur le sud Creuse, on va être plutôt autour de 20 ans, et sur le nord Creuse, plutôt autour de 30 ans. Donc, on a coupé la poire en deux, ce qui est un petit peu surestimé pour une grosse partie de la Creuse et un petit peu sous-estimé peut-être pour le nord Creuse. Bien sûr, toutes ces données, de toute façon, sont à prendre à l'échelle de l'étude. On ne peut pas descendre à une échelle plus fine. Donc, si on divise nos 549 000 tonnes sous forme de taillis par le cycle de gestion, on en arrive à 22 000 tonnes prélevables annuellement si chacun des agriculteurs, chacun des gestionnaires du territoire Est-Creuse produit du bois, bien sûr, et ça ne sera pas le cas tout de suite. Donc, c'est encore une fois un récapitulatif. Je pense que je vous ai dit déjà plusieurs fois nos vigilances par rapport aux arbres de Auger et au prélèvement des houppiers. On n'a pas voulu le ramener sur un cycle de gestion pour garder une grande vigilance. Aujourd'hui, si on souhaite mobiliser du bois issu des houppiers et des Augers, il faudra non seulement sensibiliser le grand public, les propriétaires et les gestionnaires sur la particularité de ce gisement, si on peut dire, de cette biomasse, et bien sûr être très vigilant sur le renouvellement de cette
cet étage, de cette typologie de haies. Donc ensuite, on a traité les interfaces principales, le niveau d'accessibilité des haies en fonction de l'importance des sols, donc notamment de l'humidité des sols, et le niveau d'accessibilité en fonction de la pente. Alors ce dernier point, on ne l'a pas encore traité et ça va être à développer à l'échelle de la Creuse. Sachant qu'à dire d'experts, on n'a pas des zones vraiment pentues de manière excessive et globalement, elles seraient accessibles à des engins. Donc au niveau du potentiel de volume prélevable, donc selon les interfaces, ce que vous pouvez remarquer, c'est que globalement, la plupart du volume se trouve entre des parcelles, qu'elles soient d'un même agriculteur, d'un même gestionnaire ou à deux gestionnaires différents, et également en interface avec des chemins. Bien sûr, tout ce qui est en bord de route sera plus difficilement prélevable vu qu'il faut se coordonner avec les collectivités, mais on travaille avec elles pour que ça soit tout à fait possible. Et il y aura aussi une attention particulière à amener sur les haies qu'il se trouve entre des parcelles et des cours d'eau, car ce sont des haies qui peuvent être particulièrement productives, mais vous le savez tous, la ripisylve est un milieu naturel assez fragile et donc il faut redoubler de vigilance et c'est pour ça qu'on porte notamment sur notre territoire le label haies et l'accompagnement de plans de gestion durable des haies pour s'assurer que chacune des haies est bien prise selon ses spécificités. Donc pour la suite, avant une petite conclusion, on va travailler des scénarios donc à l'échelle des EPCI, mais aussi à l'échelle de la Creuse entière. Certainement qu'on traitera par EPCI, mais on va essayer de traiter tous les EPCI de Creuse dans la suite du projet. Avec différents scénarios et notamment la reconversion des trois faces, hein, parce qu'on pourrait presque doubler le volume prélevable. Sur des pas de temps d'un cycle de gestion. L'enjeu de la gestion durable est très prégnant, c'est ce que je viens de vous dire, et c'est pour ça qu'on a répondu aux différents appels à projets, on a mobilisé beaucoup d'acteurs sur le territoire creusois, que ce soit la Fédération des chasseurs, le syndicat Est-Creuse qui a porté notamment ce projet, mais également la Chambre d'agriculture, le groupement des agriculteurs biologiques, Ligue de protection des oiseaux, le Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, etc. Pour que tous ces acteurs puissent accompagner la gestion durable du bocage. Et puis, on a besoin encore de caractériser plus finement les zones difficiles à prélever. Et je vous disais que les pentes chez nous sera certainement pas forcément une des problématiques majeures. Par contre, les zones humides qui recouvrent une belle surface sur notre territoire, elles peuvent amener des difficultés de prélèvement sur certaines haies. On ne pourra jamais les prélever car le terrain est inaccessible, sauf avec des moyens très particuliers, ou y accéder de manière ponctuelle tous les 2 ou 3 ou 4 ou 5 ans. Donc on a encore besoin de travailler ce point-là qui n'a pas encore été éludé. Donc en conclusion, on retrouve ce que disait le Baléon, hein, l'avantage de cette méthodologie qui est à la fois qualitative et réalisable, applicable sur le terrain, avec la caractérisation des différentes typologies de haies. Donc les haies sont bien décrites et bien définies, notamment les dégradations qui, nous, en Creuse, nous ont permis d'adapter le volume de bois et d'imaginer des scénarios avec plusieurs scénarios avec diminution de certaines dégradations, transformation de certaines haies qui permettraient de faire augmenter le volume de bois, et ce qui nous permet d'avoir une meilleure vision du niveau de productivité des haies et la possibilité donc de planifier. Un point de vigilance donc est de ne pas être attiré à descendre à des échelles plus fines que des territoires, comme on vient de le voir, d'environ 2000 km². Donc à l'échelle des EPCI, il faudra qu'on soit vigilant sur cette robustesse statistique et bien à chaque fois traiter à l'échelle de la Creuse dans l'idéal. Les arbres de Auger ne seront pas la ressource principale à mobiliser dans un premier temps, hein, ça va demander un travail assez drastique, et notamment
de confirmer ces chiffres qui sont issus de bibliographies plus ou moins vérifiables sur le territoire creusois. Et donc, on a un gros travail de récolte de données sur le terrain, aussi bien dans les taillis pour confirmer ce volume de 10 tonnes au 100 mètres, mais également dans les arbres, dans le cubage des arbres logés. Donc, sur le projet, notamment en partenariat avec le réseau E-France. C'est un travail qui est en cours d'élaboration. Et au-delà des chiffres, cette étude, elle nous a permis, donc, à la fois la première étude entre 2021 et 2023, d'emmener tout un tas d'acteurs sur la gestion durable des haies. Et donc maintenant, cette étude de gisement nous amène un peu plus proche vers la structuration de filières de valorisation du bois bocagé. Je vous remercie et maintenant on va passer à une phase de questions-réponses. Merci beaucoup. Merci, merci à tous les intervenants et puis pour tout le travail réalisé. Alors, on a d'ores et déjà quelques réponses qui ont été posées sur le chat prévu à cet effet, mais aussi sur l'autre chat. Je vous recommande de bien poser les questions sur le chat, non pas le chat conversation, mais le chat vraiment Q et R qui est juste à côté. Comme ça, ce sera plus facile pour nous de pouvoir les traiter. Il y en a certaines qui ont été où il y a déjà eu des commentaires à l'écrit. Alors, je ne sais pas trop comment est-ce que vous voulez qu'on procède. Est-ce que bon, il nous reste à peu près 3/4 d'heure pour ce temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas si vous en avez à les mettre. On peut reprendre même Ouais, celles qui ont été en c'est ça, réponse écrite parce que ça peut permettre d'aller plus loin. Parce que bon, à part écrit, on ne peut pas tout expliquer. exactement. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs hein, sur la méthodologie statistique et il y en a une qui a été posée sur le niveau de détail de cette méthode. Donc, effectivement, qui demande de faire du terrain. Donc, ça peut être considéré comme chronophage et donc ça va être dépendant du temps que vous avez consacré dans votre demande de financement initial. Mais ce que j'expliquais par écrit sur cette partie, c'est que la méthodologie, elle peut rester la même. Enfin, on est parti d'études déjà existantes. Hein, on n'a pas, il y a déjà eu des études de gisement qui ont pu être réalisées bien avant que Structuré soit lancé. Mais en fait, la méthode peut être la même. Après, c'est les types de données qu'on va utiliser. C'est-à-dire, si on a moins de temps, on ne va pas utiliser des données statistiques terrain, puisqu'on pourra pas, on n'aura pas cette possibilité à passer. Et donc, il va falloir utiliser des données grande échelle qui ont été publiées, donc en particulier celle de l'IGN, là, qui sort là. On peut la valoriser. Il faut avoir en tête que descendre à des échelles trop fines, ça a une certaine prise de risque, mais c'est des données qui sont quand même valorisables en termes de volume de bois sur pied, en recroisant après avec les cycles de vos territoires, parce que là, on n'est que sur un volume de bois sur pied, on n'a pas du tout la question de prélèvement possible annuel et l'accroissement. Donc, ça, c'est pour la réponse sur la question du niveau. Donc, ce qu'on a discuté en groupe, hein, c'est qu'on peut toujours utiliser le même cadre. Et après, c'est le type de données qu'on va valoriser qui vont être plus ou moins précis. Et si on veut être sur quelque chose avec un certain niveau de fiabilité, il faut effectivement faire du terrain. Et on a vu même déjà avec le terrain, pour les collègues, c'était pas facile de prendre des hypothèses les meilleures pour faire les choix sans surestimer le volume, quoi. Tu veux répondre là-dessus, Florentin? Je peux peut-être répondre effectivement à plusieurs questions qui sont sur l'application en creuse. Là, je suis en train de regarder ce qui est dans la question-réponse. Pour les inventaires, donc j'en ai fait une partie, mais c'est un stagiaire de master qu'on avait pris à l'époque qui nous a permis de travailler avec notamment le réseau E-France, la méthodologie globale. Et c'était un projet qui était financé dans le cadre de Mob Biodiv, donc qui était financé par l'OFB. Et qui nous avait permis de déposer un certain volume de jours. Mais avec ce qu'a fait Enzo dans le cadre de son stage, on s'est rendu compte que c'était une méthodologie qui était de terrain, qui était tout à fait applicable dans un pas de temps
raisonnable, on va dire, d'un stage. Euh, voilà pour cette partie-là. Je ne sais pas si je continue sur quelques questions qui étaient posées dans Ah le... bah, peut-être on peut rester sur la méthodologie à Lucas, Ouais, hein, ok. qui est donc une méthodologie statistique qui a fait ses preuves, hein, qui est utilisée par Agreste, qui est utilisée dans les études géomatiques, parce qu'en fait, elle a enfin, donc vous trouverez une note très précise. Donc la question, c'est comment on répartit le nombre de points, mais c'est à la fois un nombre de points et le cercle pour aller capter les haies, en fait. Donc c'est et donc, donc il y a une formule, hein, que vous allez trouver. Je ne vais pas tout vous donner la statistique parce que bon, ça demande de rentrer dans les formules, mais en fait, c'est une question de densité de points proportionnellement donc, à la surface que vous allez inventorier. Donc, il faut que vous ayez une surface dans les cercles qui soit suffisamment importante par rapport à votre surface totale. Voilà, donc il y a des formules dans la méthode qui vous permettent de calculer et le nombre de points, mais aussi la taille des cercles que vous allez prendre pour être représentatif. Et pourquoi c'est meilleur qu'une méthode par placette? Parce que la méthode des placettes, en fait, vous allez essayer de la positionner en fonction des densités de haies que vous avez sur votre territoire, mais vous allez forcément tomber sur vous avez plus de chances de tomber sur des cas particuliers. Vous allez être moins sur la diversité, parce que là, tous vos points, en fait, ils tombent au hasard et ils prennent une grande diversité de types de haies. Donc en fait, donc la méthode est plus robuste d'un point de vue statistique par rapport à des placettes où il faudra finalement en prendre beaucoup pour avoir une représentativité. Par contre, l'intérêt de la placette, ben, c'est que c'est beaucoup moins chronophage en termes de terrain parce que vous pouvez passer d'une haie à une autre, donc c'est plus facile pour le terrain, mais moins robuste d'un point de vue statistique. Et plus difficile du coup de faire le calcul d'incertitude. Voilà, donc nous, on vous présente la méthode LICA parce qu'il y a des références bibliographiques qui permettent de calculer le niveau d'incertitude. Et quand on fait des études de ce type-là, ben, c'est important de pouvoir donner la valeur statistique associée aux données qu'on produit. Alors, pour la question relevé de terrain et propriété, je laisse les collègues répondre, puisqu'on n'est que sur cette question terrain. Oui, pour nous, pour le Baléon, je peux répondre. On avait fait passer en fait un message dans tous les bulletins municipaux, là, les BIM, et dans la presse pour informer qu'il allait y avoir ce travail de terrain. Et après, Enzo qui a fait le terrain, tu t'es arrangé notamment pour éviter de traverser le plus possible les parcelles en t'approchant par les chemins, les sentiers ou les petites routes. Chaque haie. Et au vu des critères, en fait, il y a une bonne partie qui peut se faire aussi un peu. On n'est pas obligé d'être au pied de la haie, mais voilà, à une distance raisonnable avec des jumelles, ça peut se faire. Voilà. Je sais que dans la Creuse, vous aviez aussi fait toute une information presse et bien sûr, vous expliquiez à tous les gens que vous rencontriez. Ouais, c'est ça. Après, on n'a pas eu de problématique d'accès aux parcelles. En fait, on s'était signalé auprès des mairies et on a fait le choix. On a fait le choix d'aller dans les parcelles. On essayait d'aller dans les fermes autour des parcelles en début de prospection, ce qui prenait un petit peu de temps aussi. Mais on n'a jamais eu de problématique sur les 1950 points. Il y a une fois où mon collègue s'est retrouvé en interface avec un agriculteur qui souhaitait pas qu'il soit présent. Voilà. Mais sinon, on était repérable en général. Les gens venaient nous voir ou pas, et ça posait pas de problème. Pour finir sur cette méthode statistique, l'intérêt aussi, c'est qu'on peut la reproduire à pas de temps régulier, par exemple tous les 10 ans, et on peut voir et comparer des données, puisqu'elle aura toujours la même valeur statistique. Donc, elle peut aussi comparer elle peut permettre de faire des suivis dans le temps, voilà, de manière comparée. Donc, c'est aussi intéressant, puisque vos points, ils seront toujours posés de manière identique. D'ailleurs, c'est ce qui avait été fait à l'époque en Bretagne pour évaluer le programme Brest-Bocage. Voilà sur la partie méthode, mais on ne peut pas
Voilà. Alors, aller plus dans le détail de la méthode statistique, puisque ça demanderait trop de temps. Je vous invite à lire la note détaillée. Après, donc on Merci peut prendre beaucoup. d'autres Ouais. questions, plus peut-être par ordre de la méthode, peut-être, si tu veux, Aliénor. Sur les états des haies, il y avait pas mal de questions, je crois, Mhm. par rapport, donc, Ouais. pourquoi ne pas prendre tel type de haie ou tel autre. Donc, je ne sais pas. Alors, il y Mhm. avait une question là sur le lamier que tu avais mis de côté. C'est ça. Pourquoi voilà, les exclure complètement en baléon par rapport à cette pratique et l'impact qu'il y a sur le Mhm. volume? Oui, parce que Alors, la question de Renaud Blanchet, c'est si le lamier est utilisé en latéral en entretien courant, il peut rester plusieurs mètres d'épaisseur et donc une forte quantité de bois prélevé. Donc pourquoi retirer le linéaire avec trace de lamier? Voilà. on est parti sur le principe de toujours, au mieux sous-estimer que surestimer. Et donc, le lamier, en tout cas sur nos territoires, est fortement utilisé et réduit drastiquement la largeur des haies, en général, en règle générale. Et donc, c'était pour nous un facteur de dégradation et aussi de dégradation dans le temps long, hein, pour la pérennité de la haie. Donc, c'est pour ça que dans le premier scénario, on a retiré dès qu'il y a des traces de lamier, dès qu'il y a l'usage de lamier. Voilà. Après, donc, comme on peut, enfin, forcément, c'est pour ça que l'état que vous allez répertorier va vous permettre de croiser les données entre elles, en fait. Vous allez pouvoir croiser les données de terrain, d'état, de largeur, et donc du coup d'avoir le volume. Enfin, si vous prenez les données qu'on a mesurées dans le cadre du projet RSP, qui sont issues d'une centaine de haies mesurées, vous avez les gabarits moyens qui donnent les volumes moyens qui ont été estimés. Donc, ça vous permet de dire, ben voilà, si les outils ont impacté la largeur de la haie, ben c'est ce qui a été fait dans la Creuse, hein, eh bien, ils ont diminué le volume prélevable. Après, il faut se poser la question aussi, à un moment, s'il y a beaucoup d'entretien courant et que le volume est fortement diminué, l'intérêt économique ne sera plus suffisant. Il y aura trop de, enfin, tous les coûts qui sont calculés par rapport à un certain volume produit. Donc forcément, voilà, faut bien. Donc vous pouvez prendre toutes les hypothèses dans vos calculs en fonction de cet état. Donc voilà, à partir des références qui ont été produites de gabarit. Et donc il y avait d'autres questions par rapport donc, à ces linéaires. En fait, en caractérisant, vous pouvez aller plus ou moins finement. Alors, il ne faut pas aller trop finement non plus, parce que c'est des données statistiques. Si vous descendez trop finement dans vos caractéristiques, bah, vous n'allez pas avoir suffisamment de données pour avoir une représentativité suffisante de votre linéaire. Donc, vous ne pouvez pas trop descendre non plus quand même dans les catégories. Mais vous pouvez, par rapport au type de haie et croisé aux états, donc c'est une des questions qui était de Samuel, dire, bah, voilà, sur ce type de haie-là, en fait, on ne prélèvera pas la totalité du linéaire, alors que sur celui-là, puisqu'on est plutôt sur du taillis d'arbustes, ben là, on peut prélever la totalité du linéaire. Ce qui permet de ramener ça par rapport au volume. Donc, il y a tout l'enjeu là des arbres de Auger qui sont une grande question qui a été posée pas mal, alors pas trop dans le baléon, parce que dans le baléon, c'est beaucoup de taillis, donc qui est plutôt assez bien adapté au bois énergie par rapport à la capacité de renouvellement, mais c'est une des grandes questions de la Creuse. Peut-être tu peux creuser justement cette question, Florentin, parce que il y a toutes ces questions écologiques, esthétiques, d'impact, de capacité de renouvellement qui est complexe. Oui, tout à fait. Déjà, le premier constat, c'est qu'on a beaucoup de taillis sous-futés. Et donc, si on ne prélève pas de OG, à un moment, on n'arrivera pas à ramener de la lumière dans la haie. Et donc, des repousses vigoureuses des taillis et également un renouvellement de l'étage arboré, d'arbres d'avenir. Donc ça, c'est un constat qu'on a pu poser avec notamment le diagnostic qualitatif des haies de la Creuse qu'on a fait entre 2021 et 2023.
Donc, il y a une nécessité de prélever des arbres de Auger dans le cadre d'une gestion durable. Par contre, on est conscient que ces arbres de Auger ne seront pas prélevables du jour au lendemain et facilement, et qu'il faudra un cadre aussi assez strict pour éviter une surexploitation. Donc, c'est ce que je vous disais, le portage du label E. Et en parallèle de tous ces projets d'études qu'on mène sur la Creuse, on travaille aussi avec des structures comme AgroParisTech pour mener des audits patrimoniaux qu'on a fait sur différents territoires, ou avec l'association Sol et Civilisation pour travailler sur la partie gouvernance, la partie patrimoniale du bocage, et donc pour emmener aussi tous les acteurs en Creuse d'avoir conscience de l'état de leur bocage, des travaux à envisager pour maintenir ou pour aller vers un bon état écologique du bocage. Donc cette partie patrimoniale, on la traite, et c'est un petit peu aussi notre particularité au CPIE, d'être en capacité de faire du dialogue territorial, de la concertation, de faciliter en tout cas cette approche patrimoniale au niveau territorial. Je ne sais pas si Catherine, tu veux que j'ajoute que je continue sur le sujet des OG. Oui, bah oui, oui. Enfin, je te laisse. En fait, donc on savait approximativement qu'on avait beaucoup d'arbres de OG dans les haies, mais Céline, donc Céline Fourny, la stagiaire, donc qui nous a aidé sur cette étude, qui a réalisé cette étude cet été, elle a déterminé exactement les linéaires de OG sur notre territoire. Et donc, on a considéré que la canopée à plus de 10 mètres était la canopée qui concernait les OG. Alors, bien sûr, c'est discutable avec de la CP d'arbre, mais en tout cas, c'est une base sur laquelle on est parti. Et donc, ça nous a permis d'avoir un linéaire total de OG, et ensuite d'évaluer les volumes que pourraient représenter ces OG. Alors, Vincent, tout à l'heure, tu disais que le bois issu d'EOG ne fera pas de bois déchiqueté. Aujourd'hui, la plupart de l'entretien d'emprise qui est fait sur les OG, c'est de l'élagage, et cet élagage part en bois déchiqueté. C'est-à-dire qu'en Creuse, on a 35 000 km de haies avec des chaînes pédonculées qui tombent à tour de bras. Et donc, en général, quand il y a du bois bûche qui est fait dans les exploitations, c'est fait sur ces arbres qui tombent. Et lorsqu'il y a de la vente de bois bûche et qu'elle provient du bocage, on est à la fois sur du prélèvement d'arbres de OG qui peuvent être gênants, qui peuvent être sénescents dans les exploitations. Donc on a déjà une ponction de cette ressource qui est fait absolument pas de manière durable. Donc c'est aussi pour ça que ça nous intéressait de l'inclure dans cette étude. Après, par contre, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, ça va être dans le travail des scénarios avec les différents partenaires qu'on pourra établir des projections et puis éventuellement des stratégies autour de cette ressource qui, effectivement, hein, je le partage, est particulière aussi bien au niveau social qu'au niveau technique et écologique. Voilà ce que je peux vous dire sur les OG. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur cette partie plus caractérisation des linéaires qu'on n'aurait pas? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions dont j'ai du mal à trier. Il y avait la question sur tout ce qui était éplanté par rapport donc, au Baléon, où vous les avez estimés comme productifs d'ici une dizaine d'années. Donc, peut-être Oui, tailler ça. juste pour préciser, en fait, on a intégré le rythme de plantation qui a lieu chaque année sur le territoire depuis plus de 10 ans, même 15 ans même maintenant. Et donc, on a pris en compte simplement les haies, les premières haies plantées il y a 10-15 ans. Donc, dans 6 ou 10 ans, on pourrait estimer qu'une partie d'entre elles pourrait être productive. Et donc, on a gardé ce rythme-là en se disant, bah voilà, on perdurera ce rythme de plantation parce qu'on continue à planter chaque année à peu près le même volume. Donc, maintenant 20 ans, fin 25 ans, on pourrait espérer que celles qui sont plantées ces dernières années pourront le devenir également.
Et donc, sur tous ces linéaires aussi, il y a une question, je vois, de la DRAF Bretagne. Donc, effectivement, elle est tournée vers une méthodologie qui prend les haies. Pour prendre les bosquets, enfin, je pense qu'il faudrait faire une méthode de sélection différente pour pouvoir les capter. Puisque là, bon, alors après, on en capte hein, forcément dans les méthodes des points. Puisque en fait, cette méthode des points, elle est utilisée pour toute occupation du sol. Donc, s'il y a beaucoup de bosquets, on va les capter par les points. Bon, mais ça demanderait quand même d'être vérifié pour voir la robustesse statistique. Donc, effectivement, bon, c'est tout type d'essence hein, qui est pris, qu'on va trouver qu'on va capter par les points. Pour répondre à une question sur comment calibrer le temps d'inventaire de terrain, je sais que pour répondre à Chloé Lindingre, nous, enfin, avec le Baléon, on est un territoire, on est des territoires avec des fortes densités de haies. Je sais que en Creuse, il y a beaucoup de bocage. Les haies sont moyennement accessibles, on va dire, avec des fortes densités, et on est autour de 40 haies par jour. Donc, Enzo, toi, tu étais plutôt autour de 55. Ouais, et du coup, ce que je disais dans ma réponse, c'est qu'en fait, ça varie énormément. Il y a des journées sur lesquelles on peut réussir à faire 40 points d'échantillonnage parce qu'en fait, les échantillons sont peu denses, ils sont très accessibles. En fait, on peut y aller à la voiture presque jusqu'au bord de la haie, et donc en fait, on peut les enchaîner assez bien. Et il y a des journées au contraire où sur un territoire où c'est plus dense, en fait, on va faire à peine la moitié d'échantillonnage parce qu'il y a un linéaire dedans qui est vachement important. Elles sont moins accessibles, c'est plus dense, on a moins de visuels sur les haies, donc faut un petit peu, faut y aller à pied ou quoi. Donc je pense que en termes d'estimation, c'est assez dur sans savoir de quel territoire on parle et sans savoir la densité sur le terrain. Mais, euh, mais ça peut se réfléchir par rapport à ce que nous, on a pu réaliser. On va dire, voilà, ça peut être une base. Et après, avec des territoires qui le font en plus, ce sera plus facile d'estimer aussi. Mais en tout cas, ça varie vachement, même sur un même territoire, quoi. C'est un peu ça. Donc, en fait, il faut évaluer la difficulté d'accès des haies sur votre territoire. Effectivement, si tout est possible à faire quasiment en voiture ou s'il faut marcher, hein. Nous, en Creuse, on en a fait. En général, on faisait une maille à pied, une demi ou une maille entière à pied, donc 5 points, 5 à 10 points à pied. Donc, effectivement, les temps de déplacement sont un peu plus longs. En général, un technicien, il va relever avec des outils de terrain, smartphone ou tablette, une quarantaine de haies par jour si elles sont facilement accessibles. Donc derrière, si vous avez des territoires très denses, avec beaucoup de pentes, avec des difficultés d'accès, faut reprendre la voiture, etc., bah, faut augmenter le temps de terrain. Et si vous êtes plutôt sur des territoires très accessibles avec peu de haies, bah, vous pouvez diminuer légèrement. Mais en tout cas, 40 haies par jour. Et donc, vous pouvez positionner vos mailles et vos points, qui est quelque chose où, au niveau SIG, c'est assez facile à faire, et prendre la BD topo pour voir le nombre de linéaires qui seront présents sur chacun de vos points et quantifier votre projet. Mais n'hésitez pas à prendre un petit peu de marge, parce qu'on sait bien, quand c'est la première fois qu'on le fait, on prend toujours un petit peu plus de temps. Bon, Et juste je pour Qu'est-ce voulais qui va finir, cette rajouter, influer? partie. Pardon. Pardon, vas-y Enzo. ouais, je voulais te rajouter que nous, par rapport aussi aux 55 linéaires moyens par jour là, que je vois dans la question, sur notre territoire, on a aussi pas mal de talus nus qui étaient un petit peu compris encore dans la BD FV2. Et donc cela, c'est vrai qu'en termes de temps de relevé, on est sur de la demi-seconde, quoi. On arrive devant, on dit d'accord et c'est suivant. Et sur les résultats, il nous restait au moins 20% de talus nus sur notre linéaire. Donc peut-être que 55, il faut revoir un peu à la baisse aussi la moyenne sur un territoire qui n'a que du linéaire arboré et pas de talus nus, quoi. Par contre, bah, ça va un peu pour compléter ta réponse, Enzo, ça dépend aussi de la qualité de données existantes que vous avez sur vos territoires. Nous, on avait de la chance Oui. que nos données numériques étaient plutôt fiables, et même s'il y avait des erreurs, c'était plutôt fiable. Sur d'autres territoires, c'est pas du tout le cas. Et donc, en effet, quand on arrive sur le terrain et qu'il manque les trois quarts des haies, qui déjà ne sont pas numérisées, bah, ça va prendre encore plus de temps de les numériser sur le terrain.
Donc, ça demande une préparation cartographique terrain avant de partir sur le terrain. Enfin, voilà, il faut corriger ces couches pour pouvoir déjà regarder les différences. Enfin, c'est ce qui a été fait dans les deux cas, en fait. Hein. Alors, nous, on a recréé les linéaires sur le terrain et je trouvais ça plutôt pratique que, surtout avec l'outil QField qui est donc sur smartphone, qui permet d'enregistrer sa réponse d'une haie à l'autre. Et en fait, quand on crée une haie, si on avait quasiment la même à côté, on n'a quasiment pas de temps de saisie. Donc, recréer les linéaires sur le terrain plutôt que modifier la BD, moi, j'ai trouvé ça plus pratique que modifier la BD. Oui, quand j'avais des linéaires nouveaux à mettre, c'était pratique aussi. Juste l'ajouter sur le terrain et le compléter directement, ça marche bien aussi. Voilà. Et juste, moi, je voulais compléter une dernière chose Et par en rapport termes à... et juste en termes de méthodo, pour finir, pardon Catherine, Non, pas de souci. ce qui était efficace, c'était aussi d'avoir des menus déroulants, des espèces de menus à cocher pour gagner du temps aussi sur le terrain. Et de retaper tout. Voilà. Et juste, je voulais compléter pour, si vous utilisez les données IGN, il faut avoir en tête que les données IGN sont faites à partir du MNT et du MNS, donc c'est la hauteur de canopée, et donc du coup, ils identifient particulièrement les arbres de Auger, et donc ça peut avoir un biais très fort par rapport à vos estimatifs, et par rapport à tout ce qu'on a discuté par rapport au type de haie. D'où le fait que ça ne peut être que des données à prendre avec beaucoup de précaution, au-delà du fait que c'est qu'un volume de bois sur pied estimé à partir d'une méthode des données de l'IDF qui a fait une méthode statistique de cubage, au-delà, c'est qu'ils ils vont capter principalement les arbres de Auger et pas forcément ce qu'il y a en accompagnement. Donc voilà, à prendre avec précaution et la connaissance des types de haies que vous avez sur votre territoire va vous permettre d'analyser ces données si vous ne faites pas de terrain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le type de haie va être très important dans les études de gisement. Donc, c'est pour ça que le terrain est quand même nécessaire. Et pourquoi vous n'avez pas pu utiliser, juste pour finir là-dessus, le travail qui avait été fait dans le cadre de Brest-Bocage, c'est parce que les données sont pas, c'était pas ce niveau de détail qui était utilisé. Donc là, c'est pour la première partie. Sur la deuxième partie qui concerne les cubages, donc, alors pour répondre à des questions, donc, alors, les méthodologies de cubage qui ont été établies dans le cadre de respect et qui sont en cours sur les arbres de Auger sont effectivement des méthodes de cubage de bois sur pied terrain, donc à partir d'indicateurs simples à mesurer, puisque pour les taillis et les têtards, donc les modèles qui ont été identifiés sont des modèles qui sont proches de ceux qu'on utilise en forêt pour les mesures de surface terrière, hein, puisque on va mesurer la surface au sol, la largeur au sol ou à la tête, la longueur, la largeur du houppier, et qui va nous donner un modèle de calcul. Mais en fait, l'intérêt, donc ces méthodes de cubage, là, elles sont vraiment pour estimer des volumes de bois devant la haie, donc elles ne sont pas utilisées là dans les études de gisement. Dans les études de gisement, en fait, il faut utiliser les volumes qui ont été estimés. Alors, vous pouvez partir de ceux qu'on a fait dans le cadre de respect, qui sont une moyenne estimée dans le Grand Ouest avec des cycles plutôt courts et qu'il faut donc retravailler avec vos capacités de croissance dans vos territoires. C'est une donnée qui n'est pour l'instant qui n'est pas très précise, donc on en a tout à fait conscience. C'est pour ça donc qu'il est envisagé, donc c'est un travail qu'on réfléchit donc dans le cadre d'un projet de dépôt CASDAR et dépôt ADEME, de faire ces référentiels à plus grande échelle en France, en utilisant les méthodes de cubage simplifiées, mais pour aller chercher des données de terrain. Et il faudra aussi estimer les courbes de croissance dans les territoires. Donc c'est un projet là qu'on est en train de démarrer en termes de montage. Donc, dans l'état actuel, on n'a pas d'autres propositions à faire, hein, puisqu'on n'a pas d'autres types de données, sauf celles que vous pouvez avoir au niveau territorial, qui sont des fois, bien sûr, plus précises et à utiliser. Donc, les quantités de bois élaguées et coupées au lamier n'ont pas été estimées et ne sont pas considérées comme valorisables parce que
en fait, il a été montré à plusieurs reprises dans tous les chantiers que ces bois-là sont pas des bois qui sont économiquement intéressants à valoriser, vu comment ils tombent au sol, comment ils sont en bazar, et que ça représente souvent des volumes non intéressants pour de la valorisation. Donc on n'a pas du tout d'éléments d'estimatif par rapport à ça. C'était une question qui était dans le chat. Et donc effectivement, quand vous allez estimer ces volumes, il faut faut prendre ces volumes, les réestimer en fonction de l'état de votre haie. Donc on l'a dit, si vous considérez que par rapport au gabarit qui a permis d'établir ces référentiels, vous êtes plus important ou moins important, il faut en prendre compte. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut ne pas prélever la totalité du volume. Donc il faut en tenir compte en diminuant d'autant en pourcentage par rapport à la quantité de bois que vous laissez sur pied. Donc c'est un des grands points pour les arbres de Auger, bien sûr, et comme l'a dit tout à l'heure Florentin, il n'est pas question de vider le paysage de tous ces arbres de Auger. Ça va être des prélèvements très ponctuels de renouvellement avec des cycles qui sont très longs, donc c'est un peu des one-shot, quoi. Et on ne fait pas des one-shot tous les ans. Parce que la capacité qu'il y aura à renouveler ces arbres de Auger c'est les plus compliqués. Aujourd'hui, la gestion de ces linéaires, c'est le plus compliqué. C'est des arbres qui... on sait que quand un arbre tombe ou est exploité, la chance qu'on aura de nouveau d'avoir un arbre est beaucoup plus compliquée que derrière un recépage ou un étêtage. Donc, c'est sûrement à prendre avec beaucoup de précautions par rapport au prélèvement possible. C'est pas... Certainement, c'est même avec certitude, quoi. Et c'est bien, la Creuse a bien cette attention dans ses travaux. Parce Oui, que... d'ailleurs, oui. Pardon. Oui, d'ailleurs, il y avait une question justement sur l'acceptabilité sociale de couper un arbre de Auger pour le transformer en bois énergie. Et, une question qui est un petit peu en dehors de la méthode, mais qui avait été évoquée là-dessus. Et effectivement, il y a une autre, par contre, en termes de pratique, justement, sur cette, qui rentre un peu dans le thème de l'acceptabilité sociale, c'est d'avoir cette question qui était sur le fait que certains linéaires étaient en propriété privée et comment on gérait ça de manière pratico-pratique sur le terrain pour pouvoir aller les identifier. Et il me semble qu'on avait C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui. dit tout à l'heure sur cette question d'acceptabilité. Et d'ailleurs, dans le Gers, où ils ont mené à notre suite, ils ont mené l'étude de diagnostic sur le terrain, ils se sont confrontés aux propriétaires privés qui leur refusaient l'accès. Donc, il y a eu un très, 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 très gros travail de leur part à contacter justement les propriétaires pour pouvoir accéder aux parcelles, etc. Donc, c'est vrai que sur certains territoires, ça peut être le cas, mais clairement, nous, sans la donnée de terrain, on n'aurait jamais estimé un volume quel qu'il soit. Et puis, ça peut permettre de faire ce dernier point qui est de caractériser les éléments, mais aussi de voir la capacité à monter des filières. C'est aussi l'occasion de peut-être d'abord de faire un travail, et c'est ce que vous avez fait, je crois, dans la Creuse. Il y a eu tout un travail avec les acteurs de rassemblement d'un comité de pilotage. Il ne faut pas engager l'étude de gisement. Peut-être en premier, il faut d'abord faire ce travail d'accompagnement territorial qui permet de mobiliser les acteurs et qui après, du coup, reconnaissent ce besoin d'aller sur le terrain pour faire du relevé. Donc, je pense que c'est dans le cas dans les deux territoires. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une acceptabilité sociale, tout simplement, d'engager des travaux et des études autour de ces questions-là. Nous, cette étude, elle a vraiment permis de dérouler de manière plutôt fluide un déploiement de la haie sur la Creuse, quoi. Enfin, ça nous a servi, comme tu le dis, à avoir un diagnostic, à mettre des acteurs autour de la table, à travailler sur l'acceptation sociale, à mettre en avant des enjeux très forts au niveau paysager de notre bocage, etc., mais aussi de son vieillissement. Parce que chez nous, on a tellement de bocage et très développé que tout le monde pensait que ça allait bien.
Donc on a vraiment pu amorcer un vrai changement sur le bocage. Et enfin là, on répond en consortium encore à 11 structures, quoi. Donc c'est assez chouette après 4 ans de projet de pouvoir avoir autant de monde autour de la table et des actions qui avancent concrètement. Donc il y Et a c'est un grâce à ordre ces données de il y a terrain. un ordre dans les travaux à réaliser. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a sûrement un rassemblement d'acteurs à avoir, donc, ce qui est souvent le cas dans les projets structurés, puisque c'est des consortiums qui étaient obligatoires, mais qui peut permettre de faire ce travail en amont. Tu voulais intervenir, je crois, Yann, aussi. Non, c'était pour non, confirmer. Je confirme ce que dit Florentin aussi sur ça, en effet. L'étude de gisement n'est n'est qu'une étape, en fait, et souvent, en fait, elle fait partie, enfin, d'une démarche beaucoup plus globale de dynamique collective pour développer une filière sur le territoire. Ouais. Euh, Donc, d'ailleurs, vous avez restitué tous les deux territoires. Alors, je ne suis pas sûr pour la Creuse, mais dans le Baillion, je sais parce que je l'ai vu dans la presse, vous avez restitué les résultats de l'étude. Je ne sais pas du coup, quel retour vous en avez eu des acteurs impliqués. Ben, ouais, restitué dans notre copie le bocage, donc à l'échelle du Baléon, avec les différents acteurs impliqués sur le sujet, sur notre territoire. Et résultat bien reçu, notamment de la part des élus, et qui confirme aussi d'accentuer enfin, les pratiques de gestion durable et du coup, au bout du compte, aussi que les chaufferies de notre territoire jouent le jeu, entre guillemets, et consomment du bois issu d'une gestion durable et locale du territoire. Et finalement, ces résultats confirment ça aussi, qu'il faut aller intensifier euh, cette, ces pratiques par aussi une consommation de bois local et gérée durablement, quoi. Voilà. Une forte sensibilisation, quoi. Ça aide à Mm. la Tout à fait, sensibilisation ouais. des acteurs et de ne pas Exactement. se Ouais. dire que, Ouais. voilà, on va mettre un gros tas de bois devant la chaudière sans trop se poser de questions du devenir des linéaires, quoi. C'est ça. Ouais. Donc, enfin, de toute façon, là, on ne peut pas, dans un webinaire, présenter tout dans le détail. Alors, je ne sais pas, parce qu'il y a une question qui est posée, si on mettra sur notre site internet Réseaué les éléments. On va voir avec l'ADEME, parce que en fait, les travaux étaient faits via l'ADEME, mais on va voir si nous, on publie aussi des éléments de notre côté. Voilà, je ne peux pas vous répondre immédiatement. Ah oui, alors il y avait la question du bois bûche issu de la forêt, de celui du bocage que pose Samuel. Fiché, parce que effectivement, l'étude que vous avez fait sur le bois bûche, c'était des données nationales et Nouvelle-Aquitaine, donc, alors que dans la Creuse, il y a aussi une partie de forêt. Donc, comment prendre en compte ces questions-là? Ouais, c'est compliqué. Je crois que dans la bibliographie, il y avait quand même des volumes issus du bocage. Je me souviens plus exactement, Oui, il y a bien les données exactement issues du bocage. les chiffres, mais il y avait bien des données issues du bocage. Mais ça serait vraiment bien d'avoir des données beaucoup plus précises parce que, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, dans le bocage, il y a énormément d'arbres qui tombent et donc il y a beaucoup de bois bûches qui vient du bocage. Il y en a aussi qui vient de zones forestières, mais le plateau de Mille Vaches est quand même cantonné assez au sud de la Creuse et donc la majorité de la Creuse est plutôt sur du bocage. Donc je pense qu'il y a beaucoup de bois à bûches qui est fait dans le bocage et dans les petits bosquets, quoi. En fait, Mais pour estimer finement, enfin, vous pouvez regarder dans le rapport hein, qu'on a produit, mais pour estimer finement, aujourd'hui, il nous faudrait d'autres études, quoi. vous avez toujours pris les hypothèses pas les plus favorables aux Florentins dans vos travaux. Ouais, c'est En fait, ça. à Ouais. chaque fois, c'est l'idée de ne pas surestimer le volume, parce que c'est plutôt les hypothèses qu'on s'est données collectivement, de Ouais. toujours prendre à chaque fois des hypothèses qui ne soient pas les plus avantageuses. Pour pas... Alors après, vous pouvez aussi faire des hypothèses avec un niveau haut et un niveau bas. Vous pouvez voilà, mettre
des éléments en prenant et en expliquant bien toujours les hypothèses que vous avez prises, quoi. Mais effectivement, le choix était plutôt de se dire on ne prend pas les hypothèses toujours les plus avantageuses. Donc là, dans le cas présent, vous avez fait des moyennes entre les données Ouais, nationales, les données Nouvelle-Aquitaine, parce que les on a oui, on Nouvelle-Aquitaine. a pris un chiffre haut qui, je crois que le national était plus haut en termes de consommation, et donc on a pris plus proche du national que de ce qui était annoncé en Nouvelle-Aquitaine. C'est vrai qu'il est peut-être probable que le bois qui vient dans du bois bûche, il est souvent fait par du très très local et peut-être il est plus facile d'aller le chercher dans les haies que dans les forêts. Bon, même si on sait que dans les forêts, il y a du vente de bois bûche, hein, mais peut-être qu'il passe plus par les filières structurées et organisées. Ouais, tout à fait. Ouais. C'était une hypothèse aussi. On est obligé de faire avec les données que l'on a. Donc, nous, on a cherché au maximum de données nationales, mais il est peut-être possible qu'il y ait des données locales, régionales. Enfin, c'est le cas en Nouvelle-Aquitaine, hein, ça avait été trouvé. En Bretagne, il y en a une aussi qui vous permettra d'avoir des meilleurs détails. Et puis après, c'est votre connaissance du territoire qui vous permettra d'affiner vos hypothèses. Mais forcément, vous êtes obligé de faire des hypothèses. Vous n'aurez jamais quelque chose d'un niveau de détail exceptionnel puisqu'on n'a pas toutes les études nécessaires. Donc, il Comme faut pour toujours la prendre des production précautions. du taillis, comme pour la production du taillis Exactement. sous arbre de Auger. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses où on a essayé de faire des hypothèses et à chaque fois, donc pas être trop dans le négatif, quitte à avoir un chiffre qui est tellement faible qui permet plus le montage d'une filière, mais pas non plus être assez loin de la surestimation, quoi. Être un peu en dessous de l'estimation juste, mais ça, on ne le sait pas parce que si on connaissait l'estimation juste, on aurait pris celle-là directement, quoi. Mais ça nous amène aussi à appuyer de nouvelles enquêtes, de nouveaux chiffres, etc. Par la suite. Et dans nos travaux d'études, c'est aussi ça qu'on mène. Il ne faut pas que ça soit la majorité de notre temps, mais il faut que ça soit bien utile. Mais par la suite, ça serait bien d'avoir des chiffres plus précis, effectivement, sur ces consommations. Donc, dans ce cadre-là, donc, peut-être puisqu'on arrive presque à la fin, moi j'avais donc deux informations. La première, c'est que donc, la semaine prochaine, il y a un webinaire qui est organisé avec la Fédération nationale des chasseurs où on va repartir sur des diagnostics territoriaux, mais plutôt à enjeu biodiversité. Mais vous verrez que la Creuse va présenter son résultat avec le GERS et on va voir qu'ils ont utilisé pas mal de ces données. Donc, c'est intéressant de montrer qu'un même diagnostic de territoire qui est quand même effectivement, comme le disait un des interlocuteurs dans la conversation, c'est chronophage et c'est coûteux. Donc, si on peut l'utiliser à plusieurs usages, c'est bien. Ça va être l'expérience de la Creuse qui va le montrer. Donc, je vous invite à participer au webinaire la semaine prochaine. Je crois que c'est le 4 novembre de mémoire. Et sinon, donc, ce que je disais, donc, il nous faut produire plus de données de productivité des haies, puisque les arbres ne poussent pas de la même manière qu'en forêt. Donc nous, on s'est attaché à travailler sur des méthodes de cubage simplifiées qui permettent quand même de les mettre en œuvre sans avoir de grandes connaissances de cubage. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir faire ces références France entière. Donc, là, on a quelqu'un qui a été recruté pour travailler explicitement sur le dépôt de ce projet-là, qui s'appelle Aude Trousseau, et qui prendra contact, si c'est possible, avec les territoires qui se lancent dans des projets structurés pour voir si vous seriez intéressant pour participer à ce projet d'étude. Voilà, donc elle va arriver la semaine prochaine, donc ça va aller très vite pour les prises de contact. Voilà, puisqu'on aura besoin de démultiplier le travail de terrain pour faire un échantillonnage de données qui soit statistiquement suffisamment robuste. Comme ça a pu être fait dans les régions qui ont travaillé sur les modèles dans le cadre du projet Respect. Voilà. J'espère que ça vous aura donné des idées et des moyens pour lancer vos projets. Et en tout cas, les documents vont être accessibles assez rapidement. Merci beaucoup. Merci, bonne Merci. journée. Merci. Merci, oui. Bonne journée à vous.